Bonjour tout le monde, je vais peut-être parler en français, peut-être donner du travail à une autre interprète. Mon tour de remercier aussi très grandement les organisateuristes de ce colloque et les interprètes, et puis les personnes aussi qui sont ici présentes dans cette salle pour une cause qui nous tient tous et toutes à cœur, j'imagine. Donc moi, je viens ici vous présenter avec une casquette qui est particulière, que je suis présidente de cet institut, l'Institut Clément Seller. Donc c'est avec moins, voilà, un overview très théorique de ce que c'est que la liberté académique, avec plutôt vraiment pour vous présenter cet institut qui a pour objectif de venir en aide à des chercheurs en danger. Donc je vous expliquerai un petit peu les différentes définitions qu'on a, qui sont peut-être beaucoup moins complètes que des collègues qui travaillent très concrètement là-dessus. Et puis je vais peut-être, je me permets. Voilà. Donc on a aussi un très jeune institut. Et je vais donc, parce que c'est aussi ma formation et c'est aussi peut-être notre force, hein, comme on a un institut qui est fondé entièrement par des universitaires qui sont formés à la critique, je vais aussi en faire la critique en même temps puisqu'on est jeune, enfin un jeune institut et qui voilà, elle tente de s'inscrire dans le paysage aussi des différents programmes qui existent pour les chercheurs en danger en complément et puis aussi donc en tentant de venir en aide le plus possible en connaissance des différents écueils qui peuvent être attribués aux différents programmes de recherche, d'aide aux chercheurs en danger. Donc peut-être très rapidement, on s'appelle Clément Seller. Clément Seller, c'est une figure tutélaire qui nous a intéressés de par son parcours. C'est quelqu'un, Clément Seller, qui quitte l'Autriche en 1938 pour fuir le nazisme, qui s'installe aux États-Unis et qui, alors qu'il est doctorant dans plusieurs universités américaines, dont il prendra ensuite dont il prendra la nationalité, dans les années 40, qui va créer plusieurs séminaires de recherche, notamment le séminaire de Salzbourg, qui nous a beaucoup inspiré, notamment puisque c'était un séminaire qui permettait en réalité de réunir des chercheurs-chercheuses du continent européen aux États-Unis. Donc c'était souvent des doctorants, hein, donc des chercheurs aussi qui n'étaient pas encore titularisés. Et puis avec une vision aussi assez collective de la recherche, et c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'implémenter dans l'Institut. Donc vraiment, comment faire pour venir en aide et ne pas reproduire certains aussi des cadrages institutionnels d'aide à la recherche qui sont en fait très individualisants. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en fait de regarder ce qui a déjà été fait dans les années 40, mais aussi à d'autres moments en fait, soit dans l'histoire, soit dans d'autres régions du monde. Ensuite, Clément Seller, je serai très rapide, hein, c'est quelqu'un qui va fonder, nous on le connaît beaucoup en France parce qu'il a fondé la fondation des maisons de sciences de l'homme. Il y avait une question à ce propos hier. Ces maisons aussi, elles permettent en réalité de créer de la recherche en dehors des universités publiques avec des lieux, un lieu particulier d'internationalisation. Voilà, c'est Clément Seller avec Fernand Braudel en France, il crée aussi la maison sujet à Paris, qui est un lieu d'accueil vraiment à proprement parler, puisque ça propose aussi de l'hébergement. Alors malheureusement de manière temporaire hein, aussi, mais ça j'y reviendrai aussi, c'est une aporie qu'on essaye un petit peu de dépasser, mais bien sûr on est, on peut pas, en tout cas on est tributaire des financements qu'on a, donc pour l'instant on ne propose que de l'aide aussi temporaire avec une volonté de développement ou d'aide pour une aide un peu plus pérenne. Donc, qui est-ce qu'on est? Donc, on a un institut qui est indépendant et ça, on y tient. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment on est fondé. Et encore une fois, pour l'instant, on est très jeune, hein, donc c'est amené potentiellement aussi à se développer les manières dont on se finance. Et qui est géré exclusivement par des universitaires, donc par des collègues, c'est-à-dire aussi que ce n'est pas notre fonction principale, on n'a pas de staff hein, pour l'instant, et que ce sont des collègues avec des spécialités qui sont différentes. Moi, ma spécialité, c'est l'extrême droite, voilà, je travaille sur ça. On a d'autres personnes qui travaillent plutôt sur les libertés académiques, d'autres personnes qui travaillent sur le lobby européen, d'autres personnes qui travaillent sur les fondations philanthropiques, dont on en a non seulement des carnets d'adresses et une connaissance en fait universitaire. C'est une ASBL belge, donc on est une petite équipe qui est relativement européenne, mais on est très français hein, pour l'instant, pour être très honnête. Je vais être très transparente. Hein, moi, donc on a une ASBL belge, donc on a décidé aussi de ne pas être une association de droit français, notamment parce que notre projet, il émerge en 2024.
à un moment, enfin juste après la dissolution de l'Assemblée nationale en France, le risque était très présent que ce soit l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'on a pensé en fait de se dire dans quel pays est-ce qu'on peut aussi installer en Europe notre association, notre institut, pour ne pas avoir à déménager constamment. Et on s'est dit que la France, c'était pas un pays qui était en tout cas si stable que ça politiquement. Donc on a préféré l'installer en Belgique pour l'instant, et notamment aussi parce que la ASBL, en tout cas ce statut-ci pour des associations, c'est aussi un statut qui est déjà fondamentalement international. Les ASBL, c'est ce qu'elles offrent, d'être tout de suite international, notamment, puisque la Belgique, c'est aussi, elle accueille aussi les institutions européennes, donc il y a aussi une tradition d'internationalisation dans certains statuts, mais ce qui implique aussi que là, le comité exécutif, on est en train de se former au droit belge, à la comptabilité belge, etc. Donc on est belge. Donc comment on est structuré avec un fonctionnement qu'on veut collectif, vraiment absolument. Donc on a un comité exécutif de quelques chercheurs-chercheuses, donc avec très classiquement un trésorier, une présidente, et puis un secrétaire. Et puis on a dans l'idée aussi de se baser, et notamment pour des décisions. Alors pour l'instant, comme on est jeune, c'est une assemblée générale qui n'a pas encore été convoquée, mais avec des membres effectifs qui seront convoqués en assemblée générale pour toutes les décisions d'attribution. Donc c'est quelque chose auquel on tient. Donc il y a aussi certains éléments dans ma présentation que je vais mettre au futur, puisque les décisions, elles seront prises collectivement. Et puis, alors ça j'y reviendrai aussi, on a besoin aussi de membres qui veuillent bien présenter cet institut très jeune et aussi exclusivement universitaire dans leur propre université. Donc c'est ce que j'appelle un peu pompeusement des ambassadeurs, des ambassadrices ici, et que vous pouvez devenir si vous le souhaitez. Donc on est en 2024, j'y suis déjà revenue. Nous aussi on se fonde, en tant qu'universitaire, on fait ce qu'on sait faire. Donc c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui a pu se faire pour échapper au nazisme, pour échapper à d'autres contextes aussi autoritaires. Donc une étude de l'histoire, des expériences qui ont été plus ou moins heureuses pour reconstituer en fait des projets de recherche à l'international dans les années 40, mais aussi plus récemment. Et puis, on a aussi une connaissance beaucoup moins fine que ce qui a été présenté ici, mais quand même interpersonnelle, voire parfois, on a aussi beaucoup contacté des personnes qui ont pu être bénéficiaires pour qu'elles nous expliquent ce qui n'avait pas fonctionné potentiellement dans les aides qu'elles avaient pu recevoir. Donc, on connaît bien le programme PAUSE, Scholar at Risk, par exemple, où on regarde aussi de près ce qui se fait pour Stand Up for Science, pardon, j'ai oublié un mot. Et puis, en tout cas, notre réflexion initiale, et comme je vous ai dit que j'allais être très transparente, il est aussi en train d'évoluer un petit peu au regard de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, il y a aussi des choses qu'on essaye de développer actuellement. Donc, notre premier constat, c'était déjà qu'il n'existait pas pour des programmes, de programmes pour des collègues de pays de l'Union européenne, en réalité, alors même qu'en parallèle, nous, on observait depuis nos spécialités respectives qu'il y avait certains pays européens, membres de l'Union européenne, qui basculaient, en tout cas dont la démocratie pouvait être un peu questionnée. Donc c'était initialement, on parle de la Hongrie, de la Pologne, Italie avec un point d'interrogation, la France aussi, c'est des risques possibles, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, d'autres pays aussi potentiellement. En tout cas, c'est une sorte d'analyse anticipatrice et ou non naïve de ce qui peut se passer en fait dans d'anciennes démocraties et ce qui n'est pas prévu par des programmes existants. Et puis une autre volonté, donc l'étude aussi des programmes existants en parallèle nous permettait aussi de dire que une des spécificités des régimes autoritaires, qu'ils soient européens ou plus généralement, c'était aussi de spécialiser, de cibler concrètement aussi certains collègues. Ça a été très largement présenté dans différentes présentations aujourd'hui et hier. Donc c'est aussi, dans l'idée, on avait dans l'idée de proposer certains programmes quand même relativement individuels, et ça je vais y revenir puisqu'on a aussi un autre projet maintenant qui est aussi
plutôt soutenir des programmes de recherche, c'est-à-dire potentiellement d'accueillir peut-être une personne avec ses doctorants ou un bout d'un département qui s'est fait supprimer ou un programme entier, etc. Donc c'est une volonté, voilà, de désindividualiser l'aide qui est apportée à certains universitaires avec les problèmes que ça pose. On en est bien conscient également. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose, là je vous ai mis une capture d'écran du site internet qui existe déjà, donc une proposition de protection, donc soit individualisée, soit de protection de programmes de recherche. Comment on le fait pour l'instant en proposant, puisqu'on n'a pas encore de centre qui existe dans lequel on pourrait accueillir. Donc on se base sur un réseau d'universités partenaires. Donc pour l'instant, sans vous mentir aussi, on a une dizaine d'universités partenaires, donc voilà, réseau qui ne demande qu'à grandir, bien sûr. Et puis, on se fonde par des financements qui sont privés, ou qu'en tout cas, on va chercher, avec notamment aussi certaines levées de fonds. Donc, pour l'instant, on est petit, hein, ça, on ne va pas vous mentir non plus, mais là aussi, hein, c'est une expertise, ou en tout cas un institut qui ne demande qu'à grandir et qui, malheureusement, va devoir grandir pour pouvoir être efficace. Donc, peut-être nos universités partenaires, donc nous, ce qu'on leur offre, c'est déjà ce réseau-ci, en fait, d'universités dont on essaye de diversifier aussi non seulement les spécialités, c'est un institut qui est dédié à la protection plutôt des sciences sociales, dans lequel on met aussi bien sûr la philosophie, dans lequel on met la psychologie, beaucoup donc les sciences sociales dans un sens très large. Donc un réseau d'universités qui serait engagé dans cette liberté académique de manière très concrète. On propose de la mise en contact, c'est-à-dire que les personnes qui vont demander de la protection, on va les orienter directement vers une université partenaire dont on trouve qu'il y a une certaine forme d'adaptation, en tout cas, et dont les projets de recherche ressemblent à un axe de laboratoire, par exemple, ou dont la personne maîtrise les langues, etc. On propose, et ça je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on tombe pas dans les oreilles de sourds de certains des présidents d'université, c'est qu'on propose le financement des salaires des chercheurs et chercheuses en danger via nos levées de fonds. Et aux conditions, bien sûr, de salariales locales, bien sûr. Donc, il y a peut-être des chercheurs américains et chercheuses américains qui vont découvrir les salaires européens. Mais voilà, c'est la condition qu'on offre aux conditions locales, avec les protections sociales aussi locales, par contre. Et ce que nous demandons, par contre, à nos partenaires, nos universités, et puis je vais y revenir parce qu'on a aussi quelques partenaires qui ne sont pas des universités pour l'instant, on demande, et ça c'est obligatoire, une intégration académique. On demande que nos universités, les universités partenaires, elles intègrent concrètement les chercheurs et chercheuses dans les séminaires de recherche, bien sûr tout ce qu'offre une université pour pouvoir travailler correctement, un accès également aux ressources académiques, un bureau quand c'est, voilà, c'est ce qu'on demande, bien sûr, pour pouvoir travailler correctement, il faut quand même avoir un bureau, même si on sait qu'il y a beaucoup d'universités européennes maintenant qui peinent aussi à attribuer des bureaux à leurs propres doctorants, doctorantes. Mais en tout cas, ça fait partie de ce qu'on demande à nos partenaires. Accès, bien sûr, aussi aux universités, aux accès aux différents journals, etc. Et si possible, et là aussi dans la diversité aussi de ce que peuvent proposer les différentes universités dans différentes régions d'Europe, qui serait un accès à un logement ou à la garderie d'enfants, par exemple, si possible. Donc en gros, de proposer ce que propose normalement l'université à son personnel. Le principe qu'on a suivi, alors ça a été moins, malgré le fait qu'on les connaisse, de suivre les différents index de liberté académique et d'aller cibler exclusivement les universités dans les pays qui protègent le mieux les chercheurs. C'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a plutôt suivi une sorte de logique de diversification, c'est-à-dire de diversifier le plus possible en fait les lieux d'accueil dans différents pays, les thématiques des départements, les langues de travail, etc., pour pouvoir tenter en fait d'offrir des lieux d'études et de travail qui soient adaptés.
Bien sûr, hein, on se rend bien compte hein, que c'est difficile de proposer quelque chose au cas par cas tout le temps, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on propose de faire pour que ça ne soit pas aux chercheurs déjà en danger. C'est déjà une charge hein, en termes aussi psychologiquement de devoir trouver un lieu de travail d'études. Donc ça, c'est quelque chose que nous on propose parmi nos partenaires de prendre à notre charge. C'est aussi, on a aussi des liens avec d'autres hauts lieux de recherche, d'accueil de la recherche internationale, avec un E, international, notamment ces fameuses maisons des sciences de l'homme à Paris. On pense aussi au Goethe Institute, donc pour l'instant avec lesquels on n'a pas encore de contact, pour être très honnête aussi. Mais voilà, différents lieux aussi qui ne seraient pas exclusivement des universités, mais qui permettent d'exercer aussi son métier de chercheur, chercheuse. Et nous sommes aussi ouverts à des tiers-lieux. Là, pour l'instant, je suis en train très actuellement, là, récemment, je suis en train de négocier un lieu aussi, des bureaux dans une maison des associations à Rennes. Donc l'idée, c'est aussi que le tiers-lieu, il soit quand même un petit peu en lien avec des universités pour que les chercheurs et chercheuses ne soient pas complètement isolés. Mais c'est quelque chose auquel on est aussi ouvert. Des lieux, que ce soit dans des musées et ou dans des maisons des associations, par exemple. Souvent, il y a une contrepartie qui est un petit peu demandée. La maison des associations de Rennes, par exemple, ce qu'elle demande, c'est de faire un peu de vulgarisation de la recherche ou de faire un petit peu d'enseignement à des publics qui ne sont pas du tout des publics étudiants, mais qui peut aussi correspondre à certains profils de chercheurs-chercheuses aux besoins. Donc c'est quelque chose qu'on envisage et qu'on ne proposera qu'à des profils de chercheurs-chercheuses qui sont adaptés. Avec une ambition ensuite qu'on a derrière, hein, c'est de créer un lieu, vraiment qui soit physique, dans lequel il puisse y avoir aussi un hébergement pour accueillir et pour surtout réunir ses collègues, donc pour venir contrebalancer autrement l'isolement hein, que peuvent subir en fait les personnes qui sont bénéficiaires de programmes d'aide. Alors nous proposons pour l'instant un seul programme pour être très honnête, mais avec cette volonté de développer le second, qui potentiellement pourrait aller aussi très vite, hein, puisque c'est des programmes qu'on va lancer là en septembre 2025. Donc pour l'instant, ce sont des places individuelles, donc qui ressemblent à ce qu'on a critiqué avant et de critiques qu'on avait en tête hein, concrètement quand on avait, puisque les places individuelles, elles sont aussi temporaires d'un an ou deux. Pour l'instant, c'est ce qu'on propose, hein, puisqu'on n'a pas suffisamment de financement disponible pour pouvoir proposer un peu plus ou mieux, même si bien sûr on y réfléchit. Et le sauvetage de programmes académiques, donc, qui vient avec cette idée-ci de plutôt revenir, s'adresser à des bouts de département ou à des programmes de recherche, donc une personne et ses doctorants par exemple. Donc là, avec l'idée que ça serait plutôt des lieux, c'est un lieu à négocier, peut-être moins dans des universités et peut-être plus dans des tiers-lieux. Vous pouvez aussi concrètement nous aider si vous voulez, si vous souhaitez devenir ambassadeur, puisque pour l'instant, les négociations, le network des différentes universités, il se base très concrètement hein, sur des réseaux interpersonnels, c'est-à-dire que les universités qu'on a dans notre network, ce sont des personnes qu'on connaît. Donc pour l'instant, vous pouvez devenir ambassadeur, donc je peux vous aider à le faire concrètement. J'ai un vadémécum de comment, des différents arguments que vous pouvez adresser à votre présidence d'université. Je peux même venir à la réunion avec la présidence de votre université. L'idée de passer par des réseaux interpersonnels, elle est simple. C'est simplement que moi, si j'envoie un mail avec Clemens Heller Institute ou juste Estelle Delaine, je pense qu'il va très vite passer, si ce n'est dans les mails indésirables, en tout cas dans les mails pas ouverts. Par contre, si c'est un membre de la communauté scientifique qui va directement démarcher son président d'université, qu'il connaît peut-être par ailleurs, on a beaucoup plus de chances d'avoir une oreille attentive. Donc là, encore une fois, hein, moi je peux à ce moment-là me joindre à ces réunions-ci si vos universités peuvent être intéressées. Et puis ça vaut toujours le coup d'essayer. Hein. Je pense que même si ça fonctionne pas, ça arrive, c'est pas grave. Si c'est grave, mais en tout cas c'est mieux que rien.
Nos donateurs, nos donatrices, je vais être très brève aussi là-dessus. Nous sommes agréés Transnational Giving Europe. Enfin, alors ça vous parle peut-être pas, à moins que vous soyez déjà engagé dans ce type d'action, c'est-à-dire qu'on peut recevoir de l'argent de partout. Voilà, donc de partout dans le monde. C'était un agrément à avoir en Belgique et qu'on a obtenu. Donc on n'est pas forcément obligé d'avoir que de l'argent européen, voire que français ou que belge. On peut recevoir des financements de partout. Avec là aussi, je pourrais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce Transnational Giving Europe, il donne la possibilité aussi, des avantages fiscaux pour les personnes qui donnent de l'argent. Les différentes fondations philanthropiques. Pour l'instant, c'est nous qui faisons ce démarchage sur un principe qui est également de diversification en fait des sources de financement. Donc pour l'instant, ce qu'on demande, oui, je suis un petit peu longue, c'est on demande à nos au réseau philanthropique de plutôt financer un programme. Donc c'est ce qu'on leur a proposé, mais on leur propose aussi après, s'ils sont un petit peu frileux, de financer la moitié d'un programme. Et puis après, nous, on réfléchit à comment faire pour que si un donateur ou une donatrice décide de se retirer, puisqu'on sait aussi que c'est ce qui fonde aussi leur capacité d'action ou sur les programmes et sur les instituts. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête, notamment dans la diversification qu'on propose. Donc encore une fois, je préfère l'énoncer très clairement, les donateurs, donatrices ne font pas partie de l'Assemblée générale, donc c'est l'attribution en tout cas des programmes est ensuite gérée exclusivement par nous. Les donateurs, donatrices, ça peut être aussi vous. Donc, je vous ai mis le scan, je vous ai mis autrement le lien vers le Clemens Institute, notre site internet, où vous pouvez aussi directement donner à l'Institut. Très rapidement, du coup, nous, on a été très attentifs dès le début à qui peut être sauvé ou qui peut être protégé et ne pas protéger exclusivement les chercheurs les plus en vue et les plus en vogue. Donc c'est une protection qu'on propose à partir du doctorat. Donc il faut quand même que la personne elle soit inscrite dans une carrière académique. Donc c'est pas encore les étudiants. Donc il faut quand même être inscrit au moins en doctorat. Mais ça n'exclut pas du tout des chercheurs sans poste. Toute discipline de SHS. Et puis avec des candidatures groupées qui sont largement encouragées, vraiment pour pouvoir sauver plutôt des programmes de recherche. Et là aussi, je pense qu'on vient confronter un des principes qu'on avait énoncé avant, qui est bien sûr qu'on est conscient que les programmes ou que les research areas les plus incriminés, ça va être aussi des programmes qui sont notamment Gender Studies, Critical Race Theory, etc. Donc on vient un peu contrebalancer les hiérarchies de la recherche par ce biais-ci. Donc très rapidement, et pour que ça soit quand même très clair pour tout le monde, on offre quand même aussi une mise en contact et une prise de contact qui est sécurisée. On y est très, on est très alerte sur ce sujet-là. Notre adresse mail et cette proton mail, elle est sécurisée. On fait confiance ni en Google ni en des États. Donc on propose une discrétion et un plan de gestion de données personnelles qui est particulièrement renforcé. On se réserve aussi ce droit une possibilité de dispatch vers d'autres programmes plus adaptés, un Scholar at Risk par exemple, ou pause si on juge que, là on l'a fait récemment, on a jugé que pour des questions d'urgence aussi, puisque nous on va se lancer, les programmes qu'on propose c'est septembre, donc on a plutôt réorienté vers d'autres programmes existants. Et donc notre programme 5 programmes individuels d'1 à 2 ans, pour l'instant c'est ce qu'on peut proposer. Et puis, si ce n'est pas 5 programmes individuels, ça peut être un seul programme collectif, mais là pour l'instant comme on n'a pas encore eu de candidature, c'est ce qu'on
C'est l'arbitrage on aura peut-être à faire. Un accueil temporaire et ce qui est regrettable. Et puis, ces décisions d'attribution seront faites en assemblée générale en cas de multiples candidatures, si on ne peut pas proposer quelque chose pour toutes les demandes qu'on a. On devra peut-être avoir certains critères qui sont aussi en danger, qui est conçu dans un spectre assez large de ce qui est la silenciation, par exemple, c'est quelque chose qu'on considère déjà. Initialement, on l'avait pensé pour des chercheurs et chercheuses en poste dans l'UE et pas forcément avec une nationalité européenne, ça c'est important. Et puis là, l'actualité qui est pas très étonnante, mais qui frappe en tout cas les États-Unis et d'autres régions du monde, nous pousse aussi à largement élargir les possibilités de candidature des collègues. Donc on n'est plus du tout exclusivement européen. Voilà. Peut-être que voilà, c'est peut-être oui un tout petit point sur ce que les collègues qui pourraient bénéficier de nos programmes. Juste pour leur permettre de continuer à travailler, donc notamment s'ils ont été silenciés ou empêchés de faire certaines recherches, de pouvoir leur donner un cadre, même si on sait qu'en 2 ans ou 1 an, ça ne permet pas forcément toujours d'aboutir à un programme. Et puis, en leur proposant aussi, s'ils le souhaitent, contribuer, par une mise en contact aussi avec d'autres projets qui existent, à des rapports annuels sur les attaques sur la liberté académique, mais sans obligation, puisque c'est aussi voilà. Oui, pardon, j'essaye d'accélérer, mais 2-3 contacts. Vous pouvez nous contacter sur ce site internet ou avec l'adresse mail. J'ai mis la mienne d'adresse mail puisque je suis aussi voilà, ça vous permettra d'échanger particulièrement avec moi, mais sur ella.institute@protonmail, vous pourrez aussi tomber sur mes collègues qui seront très attentifs et très bien aussi. Voilà, je vous remercie particulièrement pour votre attention.